Il se moquait de la lunette faite maison d'un artilleur, jusqu'à ce qu'il abatte un char blindé à 1200 mètres. Avant de plonger, prenez un instant pour me dire « D'où regardez-vous et quelle heure est-il » Peut-être le lever du soleil à Nairobi, minuit à New York, l'après-midi au Canada ou le soir en France. Ne vous contentez pas de regarder en silence. Laissez un commentaire ci-dessous et voyons jusqu'où cette histoire se propage à travers le monde. Maintenant, plongez-vous et commençons. La poussière ne retomba jamais à l'avant-poste Kilo. Elle flottait dans l'air tel un brouillard permanent, recouvrant poumons et équipements. Le soldat de première classe Elara Novak s'essuya le visage en plissant les yeux à travers la lunette de visée standard de son fusil. Le réticule tremblait légèrement, non pas à cause de ses mains, restées aussi stables que la pierre, mais à cause du verre bon marché, incapable de supporter la chaleur accablante du désert de Dashti. 3 mois après son déploiement au sein de la 197e division de montagne, elle avait déjà rempli 4 demandes de remplacement, toutes refusées. Les chaînes d'approvisionnement vers ce coin oublié de la zone de conflit étaient plus sollicitées que la patience du capitaine Drayson, qui expliquait clairement que les femmes tireuses d'élite étaient, selon ses propres termes, un coup de pub du Pentagone. Elara avait cessé de discuter depuis des semaines. Au lieu de cela, elle passait ses nuits dans le hangar de maintenance, penchée sur un établi jonché d'optiques récupérées, d'objectifs d'appareils photo cassés et d'outils de précision introduits en contrebande par le sergent Reeves, la seule personne qui semblait croire qu'elle avait sa place ici. « Tu continues à travailler sur ton projet d'artisanat, Novak ?» La voix du lieutenant Harker rompit le silence qui précédait l'aube, tandis qu'il approchait de sa position sur le mur est. Ses bottes craquèrent sur le gravier, un bruit volontairement bruyant, tentant de la distraire. Elara ne broncha pas. Elle l'avait entendu arriver 50 mètres plus loin, enregistrant le rythme précis de sa marche comme elle le faisait avec tous les membres de l'avant-poste. Le lieutenant s'appuya contre les sacs de sable, son ombre projetant son fusil sur son fusil. « Le briefing matinal du capitaine commence dans 5 heures. Il a parlé de tes scores de tir. » Le sourire narquois dans sa voix était indéniable. L'épreuve de qualification de la veille avait été un désastre. Non pas à cause de son talent, mais parce que la lunette s'était embuée dans l'humidité matinale, rendant les tirs de précision quasiment impossibles. Elle avait obtenu la 3e place en partant du bas, juste devant 2 recrues qui n'avaient jamais tiré avec une arme avant leur entraînement de base. « J'arrive », répondit Elara d'une voix calme, malgré la brûlure dans sa poitrine. Elle enveloppa soigneusement sa lunette modifiée dans un chiffon en microfibre et la glissa dans sa poche cargo. Le prototype n'était pas encore prêt, le réglage horizontal déviait encore après un tir soutenu, mais elle n'en était pas loin. 3 générations d'armuriers dans sa famille n'avaient pas transmis leur savoir-faire pour qu'elle soit mise à l'écart par une panne d'équipement ou par des commandants dédaigneux. Chez elle, dans le nord du Montana, son grand-père lui avait appris à tirer dans les vallées montagneuses alors qu'elle n'avait que 9 ans, avec une lunette qu'il avait fabriquée de toutes pièces après son retour du Vietnam. Parfois, lui avait-il dit, la différence entre rentrer et ne pas rentrer, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Tandis que Harker s'éloignait, Elara rassembla ses outils. Elle avait 10 minutes avant le briefing, le temps de vérifier la résine époxy fraîchement appliquée sur les supports de fixation interne de ce que les autres soldats appelaient, avec moquerie, son projet artisanal. Le centre de commandement bourdonnait d'activité, tandis que les rapports de renseignement filtraient de toute la région. Le capitaine Drayson se tenait devant une grande carte tactique, le visage illuminé par les lumières crues du plafond qui creusaient les rides autour de ses yeux. 8 années de déploiement continu l'avaient transformé en quelque chose de plus dur que les rochers extérieurs. Les renseignements confirment que des blindés ennemis traversent le secteur 17, annonça-t-il tandis qu'Elara se glissait au dernier rang. 3 Panzers, probablement des variantes du T-90, avec un soutien d'infanterie. Son doigt traça une ligne à travers un col de montagne à 20 km au nord. Ils atteindront la route d'évacuation des civils d'ici demain après-midi, sauf si on les intercepte. La tension monta dans la salle. Chacun savait ce que cela signifiait. La colonne de réfugiés qui s'étendait le long de cette route comprenait des familles de 3 villages, soit près de 2000 personnes fuyant l'avancée. Le regard de Drayson parcourut la pièce,
se posant brièvement sur Elara. Nous déployons une équipe d'observation sur les hauteurs. Il tapota une crête surplombant le col. Des armes anti-chars suivront si une confirmation visuelle est établie. Ses yeux se plissèrent. Novak, tu es en observation. Essaie de ne pas rater les chars. Ce sont des cibles plutôt imposantes. Des rires dispersés parcoururent la pièce, mais le visage d'Elara resta impassible. À l'intérieur, cependant, les calculs étaient déjà en cours. Altitude, distance, régime des vents dans cette vallée. Elle connaissait cette crête. Elle se trouvait à 1100 mètres du point le plus étroit du col, bien au-delà de la portée effective de leurs armes anti-chars standards. Ce qui signifiait que son rôle se résumait à observer et à signaler. Le temps que l'équipe d'armes lourdes se mette en position, ces chars seraient à mi-chemin de la route d'évacuation. À la fin du briefing, le sergent Reeves apparut à ses côtés, la voix basse. « Tu prends ce truc sur lequel tu travailles ?» Elle hocha la tête, sèche et assurée. Reeves jeta un coup d'œil autour de lui, avant de lui glisser quelque chose dans la main. Une petite lentille scintillante. « J'ai trouvé ça dans un drone écrasé lors de la dernière patrouille. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. » Leurs regards se croisèrent dans une compréhension silencieuse. Il avait vu les plans de son grand-père esquissés dans son carnet. Il savait ce qu'elle essayait de construire. « Merci », murmura-t-elle, ses doigts se refermant sur la pièce qui pourrait bien compléter sa lunette. Dehors, le vent du désert se leva, portant le tonnerre au loin. Mais Elara savait que ce n'était pas du tonnerre. C'était des moteurs. L'aube se leva comme un œuf fêlé sur les montagnes escarpées, tandis qu'Elara et son équipe de 3 personnes entamèrent leur ascension vers le poste d'observation. Le sergent-chef Miller ouvrait la marche, un homme compact dont le visage buriné affichait 20 ans d'expérience en opérations spéciales. Derrière lui se trouvait le caporal Chen, leur spécialiste des communications, dont l'antenne ajoutait un poids gênant à son sac déjà lourd. Elara prit place à l'arrière, son fusil modifié fixé en bandoulière, la lunette artisanale soigneusement rangée dans sa poche avant plutôt que montée. Il grimpait depuis 3 heures, empruntant des sentiers de chèvres et des ravins naturels pour éviter d'être repéré. Personne ne parlait. Les paramètres de la mission étaient au clair. Observer, signaler, rester invisible. Mais à chaque pas, Elara ressentait le poids du non-dit. La colonne de réfugiés traverserait la vallée demain. Des milliers de civils n'étant séparés que par des camions bâchés, des chars qui approchaient. « Attendez !» murmura Miller en s'accroupissant près d'un genévrier tordu par le vent. L'équipe se figea tandis que ses jumelles balayaient la crête au-dessus d'eux. Mouvement, 2 heures, environ 400 mètres. Elara suivit son champ de vision, captant le bref éclat du métal contre la pierre, un canon de fusil reflétant la lumière matinale. « Éclaireur ennemi », confirma Miller après une minute d'observation tendue. « Au moins 2. Peut-être 3. Ils ont atteint les hauteurs en premier. » Il se tourna vers Chen. « Commande radio, route compromise. » Tandis que Chen commençait la transmission, Elara étudia le terrain. Leur poste d'observation prévu était désormais inaccessible. Mais son regard explora un chemin alternatif, une étroite cheminée dans la paroi rocheuse, menant à un affleurement presque au niveau de la position ennemie. Il faudrait grimper librement sans équipement, sur une paroi exposée offrant peu de protection contre les regards vigilants. Miller croisa son regard et secoua légèrement la tête. Trop dangereux. Mais l'alternative, battre en retraite pendant que ces chars fonçaient sur des milliers de civils sans protection, n'était pas quelque chose qu'Elara pouvait accepter. « Il y a un autre moyen », dit-elle doucement, en retirant son sac et en n'en extrayant que l'essentiel. Eau, munitions, signaux d'urgence et les composants de sa lunette. La face offre un chemin vers une position offrant une visibilité équivalente. Je peux faire l'ascension. L'expression de Miller se durcit, mais avant qu'il ne puisse refuser, Chen leva les yeux de la radio, annonçant une sombre nouvelle. Le commandement dit de tenir la position. Aucun renfort disponible avant 6 heures minimum. Équipe anti-char redirigée vers une ligne défensive secondaire. La réalité tacite les submergea. À ce moment-là, il serait trop tard. Les chars auraient franchi le col et se dirigeraient vers la voie d'évacuation. Miller ferma brièvement les yeux, des décennies de décisions prises sur le champ de bataille pesant dans ce seul geste. Lorsqu'il les rouvrit, ils exprimaient le calcul froid du risque accepté. Vous avez 3 heures pour atteindre la position,
confirmer le blindage ennemi et revenir. Après cela, nous nous replions sur le point de rendez-vous Charlie. Compris? Et Lara hocha la tête, cédant son fusil à Chen pour l'ascension. Elle le récupérerait une fois la route sécurisée. « Bonne chasse, Novak !» dit Miller, son ton suggérant qu'il s'attendait à ne plus jamais la revoir. La paroi rocheuse brûlait sous les doigts d'Elara, le soleil de la mi-matinée brûlant, le flanc exposé de la montagne. Chaque prise exigeait un placement parfait. Chaque appui était testé avant d'engager son poids. À 80 mètres d'altitude, ses muscles réclamaient un soulagement, mais elle refoula la douleur dans un compartiment de son esprit et l'enferma. La voix de son grand-père résonna dans sa mémoire. Le corps n'est qu'un moyen de transport pour la volonté. 25 minutes après le début de l'ascension, elle s'arrêta dans une légère dépression, appuyant son dos contre la pierre fraîche tout en scrutant la présence d'observateurs ennemis. Rien ne bougeait le long de la crête. Soit ils ne l'avaient encore pas repérée, soit ils attendaient qu'elle s'expose davantage. La sueur lui piquait les yeux, mais elle ne se risqua pas à l'essuyer. Au lieu de cela, elle régularisa sa respiration, ralentissant son rythme cardiaque, comme on le lui avait appris les matins givrés du Montana. Lorsque le moment lui parut opportun, elle continua son ascension, chaque mouvement délibéré comme une prière. Les composants de sa lunette pressaient sa poitrine à travers le tissu de sa poche, un rappel constant de son objectif. Les 15 derniers mètres représentaient le plus grand défi, une section presque verticale, avec peu de prises, entièrement exposée à la crête où les éclaireurs ennemis montaient bon la garde. Et Lara étudiait la paroi rocheuse, traçant son itinéraire avec la même précision qu'elle appliquait à ses tirs lointains. Puis, comptant silencieusement, elle entama l'assaut final, avançant plus vite qu'auparavant, utilisant son élan là où la force seule ne suffisait pas. Son pied glissa une fois, projetant une petite cascade de galets le long de la falaise. Elle se figea, suspendue par le bout des doigts, tandis que la poussière retombait en contrebas. Au-dessus, une ombre se déplaça, quelqu'un regardant par-dessus le bord, scrutant le bruit. Et Lara se plaqua contre le rocher, la respiration saccadée, comptant ses battements de cœur. 127 battements plus tard, l'ombre recula. Avec une détermination renouvelée, elle reprit l'ascension, se hissant enfin au-dessus du rebord d'une étroite corniche qui offrait à la fois une dissimulation et une vue imprenable sur le col en contrebas. Alors qu'elle était allongée là, les muscles tremblants sous l'effort, son regard confirma ce que le commandement redoutait le plus, le nuage de poussière caractéristique d'une lourde armure en mouvement. Mais ils n'approchaient pas du col comme prévu. Ils en émergèrent déjà, après avoir voyagé toute la nuit. Les chars atteindraient la route d'évacuation d'ici quelques heures. Pas demain. Des milliers de personnes mourraient pendant que le quartier général élaborait encore ses plans, à moins que quelqu'un ne les arrête maintenant. Le rebord offrait à peine assez d'espace pour qu'Elara puisse s'allonger, le dos appuyé contre la paroi de la montagne pour se stabiliser. En contrebas, les 3 chars Panzer rampèrent dans la vallée tels des scarabées blindés, le grondement de leurs moteurs porté par les courants thermiques. Elle estima la distance à un peu plus de 1200 mètres, bien au-delà de la portée effective des armes anti-chars standards et aux limites absolues de ce qu'un tireur d'élite pouvait atteindre, même dans des conditions idéales. Les mains tremblantes, non pas de peur, mais à cause de la tension persistante de l'ascension, elle sortit les composants de sa lunette de leur emballage protecteur. Chen allait maintenant gravir la route établie, son fusil à la main. Elle avait environ 30 minutes pour assembler sa création avant son arrivée. Chaque pièce représentait des mois de travail après les heures de travail, des moments volés entre les patrouilles et le savoir transmis de génération en génération dans sa famille. Son grand-père avait construit des lunettes pour des opérations spéciales lors de conflits dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Désormais, ces conceptions, modifiées par ses propres innovations, pourraient bien être la seule chose qui puisse séparer ces chars de milliers de civils. « Tu es fou, tu sais ça ?» La voix chuchotée de Chen annonça son arrivée, tandis qu'il s'avançait prudemment sur le rebord, son fusil dans les bras. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de la vallée en contrebas. Ils ont déjà franchi le col. Elle hocha la tête, prit le fusil et commença le délicat montage de sa lunette personnalisée. Chen l'observa en silence tandis qu'elle travaillait, son scepticisme initial cédant la place à la curiosité tandis que l'appareil prenait forme. Contrairement aux optiques militaires standards,
sa création intégrait les principes des télescopes astronomiques, avec de multiples éléments en verre disposés pour maximiser la collecte de lumière et la clarté à des distances extrêmes. Le boîtier, usiné dans de l'aluminium aéronautique récupéré sur un hélicoptère abattu, était léger comme une plume, mais incroyablement robuste. La dernière pièce, la lentille du drone que Reeves lui avait donnée, servait d'objectif, ses revêtements de qualité militaire étant conçus pour traverser la brume de chaleur et la poussière. Même si ce truc fonctionne, dit finalement Chen, on ne peut pas arrêter un char avec un fusil. Pas avec des munitions standards, approuva Elara en fouillant dans une poche cachée de son gilet. Elle en sortit 3 cartouches comme Chen n'en avait jamais vues auparavant. Légèrement plus longues que les cartouches standards, avec des pointes rouges distinctives. Mon grand-père les appelait des « dragons de poche », des pénétrateurs à noyau de tungstène avec des composants en termites. L'expression de Chen passa de la confusion à l'inquiétude. Ce ne sont pas des munitions réglementaires. Où as-tu... Elle le coupa d'un regard qui ne tolérait aucune objection. Une recette de famille. La vérité était plus complexe. Son grand-père avait développé ces munitions pour un programme classifié officiellement arrêté dans les années 1980. Il avait continué à en peaufiner la conception en privé, apprenant à Elara à les recharger à la main pendant les longues soirées d'hiver dans leur atelier. Chaque munition représentait l'équilibre parfait entre vélocité, précision et efficacité. Elles étaient conçues dans un seul but, trouver les points faibles des véhicules blindés. Si je peux atteindre le bon endroit, juste derrière la jonction de la tourelle ou à travers le hublot du conducteur, c'est possible. La lunette s'aligna avec un clic tandis qu'Elara procédait à de micro-ajustements des vis de fixation. À travers l'objectif, le monde se transforma. Les détails lointains jaillirent avec une netteté saisissante. La distorsion thermique minimisée par les revêtements spéciaux. Elle pouvait voir le commandant du char de tête debout dans l'écoutille ouverte, les jumelles pointées vers les montagnes devant elle, complètement inconscient de sa position. Chen déplia un petit appareil de communication par satellite, la voix crispée par l'urgence. Le commandement doit savoir qu'ils ont déjà terminé. L'évacuation? Dites-leur, interrompit Elara, le regard fixé sur la lunette. Mais dites-leur aussi que c'est moi qui tire. Chen la fixa, les yeux rivés sur des calculs, règlements, ordres, impossibilités. Le tir dépassait toutes les victimes enregistrées avec des armes similaires. La cible, un véhicule blindé en mouvement, exigeait une précision qui semblait humainement impossible. Mais l'alternative était d'assister à un massacre en temps réel. Finalement, il hocha la tête et activa le canal crypté. Tandis qu'il relatait la situation à un poste de commandement incrédule, Elara commença sa routine d'avant-tir, contrôlant sa respiration, lisant les courants de vent visibles dans la poussière et la végétation en contrebas. La réponse du commandement grésilla dans la radio de Chen avec une indignation prévisible. La voix du capitaine Dryson, déformée par les parasites et la distance, ordonna un repli immédiat. Aucun tir ne devait être tenté. Il devait seulement observer jusqu'à l'arrivée des renforts. Des renforts qui, ils le savaient tous deux, arriveraient trop tard. Chen regarda Elara, l'expression conflictuelle se lisant dans son expression. Elle avait déjà chargé une des munitions spécialisées, son corps s'installant dans le calme parfait qui précédait un tir difficile. Le monde se réduisit à la vue à travers sa lunette. Tout le reste, y compris les ordres du capitaine, perdant toute pertinence. « Qu'allez-vous faire » demanda Chen, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Le doigt d'Elara se referma sur la détente, sa voix calme comme l'eau calme. « Ce pourquoi j'ai été entraîné. » Grâce à sa lunette remarquable, elle pouvait voir des détails que d'autres auraient pu manquer. Le modèle précis du char, le léger désalignement de la couture de la tourelle, où la fabrication avait été bâclée, et surtout, l'emplacement exact où le stockage des munitions était relié au canon principal. C'était la plus petite des vulnérabilités, un défaut de conception connu de peu en dehors du corps des ingénieurs. Mais son grand-père lui avait appris à repérer ses faiblesses. Parfois, résonnait sa voix dans sa mémoire, la différence entre la victoire et la défaite réside dans le fait de voir ce que les autres ont été entraînés à ignorer. Le temps se comprima autour d'Elara, tandis qu'elle entrait dans la transe du tireur que son grand-père avait décrite tant d'années auparavant. La montagne sous elle devenait une extension de son corps, le fusil une simple prolongation de son bras. À travers sa lunette personnalisée,
Le Panzer de tête se déployait en de magnifiques détails. Non pas un simple char, mais une machine complexe aux vulnérabilités spécifiques attendant d'être exploitée. Elle pouvait voir le commandant, toujours debout dans l'écoutille, désignant quelque chose devant lui. Derrière lui, le hublot du conducteur laissait entrevoir une ouverture, et juste derrière la jonction de la tourelle se trouvait le mécanisme de chargement des munitions, sa cible principale. La distance rendait ce tir quasiment impossible selon les normes conventionnelles. À 1800 mètres, elle devait tenir compte de l'importante chute de balles, de la dérive sur les différents reliefs et de l'effet Coriolis créé par la rotation de la Terre. Mais le plus crucial était le timing. Le char était en mouvement, ce qui impliquait qu'elle visait le vide, là où se trouverait la vulnérabilité lorsque sa balle arriverait environ 1,5 secondes après le tir. « Le commandement menace de passer en cour martiale », chuchota Chen, éloignant la radio de son oreille, tandis que le capitaine Drayson poursuivait sa tirade. « Ils envoient une équipe d'attaque de drones, arrivée prévue dans 40 minutes. » Et Lara ajusta légèrement l'élévation de sa lunette. 40 minutes. D'ici là, les chars seraient à portée de tir de la route d'évacuation. Les mathématiques de la guerre étaient simples et brutales. 3 chars pouvaient tuer des centaines de personnes en quelques minutes une fois leur cible atteinte. Sa respiration ralentit à 4 battements par minute, une technique maîtrisée par des milliers d'heures de pratique. « Si je ne tire pas maintenant, il n'y aura plus personne à évacuer », répondit-elle d'une voix détachée, déjà occupée aux calculs complexes nécessaires. Le vent tourna légèrement, les drapeaux du village lointain flottant dans une nouvelle direction. Et Lara s'adapta à nouveau, compensant le changement. Grâce à sa lunette, elle pouvait voir l'endroit exact qu'elle devait frapper. Un point de jonction où le mécanisme de chargement des munitions était connecté à l'anneau de la tourelle, protégé par un blindage, mais accessible par un espace de fabrication pas plus large qu'un crayon. Le premier tir serait crucial. Une fois qu'elle aurait tiré, sa position serait compromise, lui laissant peut-être quelques secondes avant que le feu ennemi ne s'abatte sur leur corniche exposée. Un tir, une chance d'arrêter le char de tête. Si elle échouait, des milliers de personnes mourraient, tandis qu'elle et Chen tentaient en vain de s'échapper en descendant la montagne. Et Lara expira profondément, son corps s'immobilisant parfaitement, tandis que son doigt pressait la détente. « Envoie des coordonnées pour extraction immédiate », murmura Chen, les doigts survolant son bloc tactique. « Nous devons bouger dès que vous tirerez. » Et Lara ne répondit pas. Son univers s'était réduit à la vue à travers sa lunette, le réticule se fixant sur le vide 30 mètres devant le char en mouvement. La munition spécialisée attendait dans la chambre, ses propriétés uniques prêtes à être mises à l'épreuve contre l'acier et la distance. Dans sa tête, elle récita la sagesse de son grand-père. La balle ignore qu'elle est censée être impossible. Elle suit simplement la trajectoire que vous lui tracez. Le coup de feu du fusil résonna dans la vallée, tel un coup de tonnerre, la munition spécialisée filant vers sa cible à 3 fois la vitesse du son. Et Lara suivit sa trajectoire invisible à travers sa lunette, observant le char de tête poursuivre sa progression, inconscient de la mort qui approchait d'en haut. Pendant une atroce seconde et demie, rien ne se passa. Puis, avec une précision chirurgicale, sa munition atteignit exactement l'endroit visé, l'étroit espace dans la tourelle où le mécanisme de chargement des munitions était exposé. Ce qui suivit ne fut pas l'explosion attendue, mais quelque chose de plus dévastateur. Une milliseconde de silence, puis un jet de flamme blanche jaillit de la tourelle, lorsque le composant aluminothermique enflamma les munitions du char. La combustion catastrophique qui s'ensuivit projeta la tourelle dans les airs, tandis que des explosions secondaires se propageaient à travers la coque. Le commandant, qui se tenait dans l'écoutille quelques instants plus tôt, disparut tout simplement sous l'onde de choc initial. Les 2 chars restants s'immobilisent, leurs équipages immédiatement en alerte à la recherche de la source de l'attaque. « Mince !» La voix de Chen s'éteignit tandis qu'il fixait les décombres en flammes en contrebas. Le tir impossible avait atteint sa cible avec un effet dévastateur. Déjà, les fantassins se dispersaient parmi les chars restants, cherchant à se mettre à couvert et scrutant les crêtes. Il ne leur faudrait pas longtemps pour trianguler sa position grâce au bruit et à la traînée de vapeur. Et Lara s'éloigna du bord, ses mouvements rapides mais contrôlés, tandis qu'elle fixait son fusil. « Il faut bouger, tout de suite !» Chen hocha la tête,
rassemblant le matériel de communication avec une efficacité éprouvée. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à battre en retraite le long de leur itinéraire de fuite prévu, le sifflement caractéristique des rotors d'hélicoptères fendit l'air de la montagne. Ce n'était pas l'équipe d'extraction attendue, c'était trop tôt. À travers sa lunette, Elara confirma ses craintes. Un hélicoptère de combat ennemi surgissait de derrière une crête lointaine, ses systèmes d'armes se dirigeant déjà vers leur position. Le pilote avait visiblement attendu en réserve, caché jusqu'à ce qu'on ait besoin d'eux. Leur itinéraire de fuite allait devenir une zone de mort. « Changement de plan », dit-elle, les yeux recalculant les distances et les angles. On descend par la face est. Le visage de Chen pâlit. La face était presque verticale, un pari risqué, même pour des grimpeurs expérimentés. Mais alors que l'hélicoptère s'inclinait vers eux, son canon monté sur le nez se mettant à tournoyer, le désespoir devint leur seule option. La première rafale du canon de l'hélicoptère s'enfonça dans la paroi rocheuse à quelques mètres de leur position, projetant des fragments de pierre fendant l'air comme des éclats d'obus. Elara poussa Chen vers le bord de la falaise d'une voix aiguë et pressante. « Vas-y, je te couvre !» Sans attendre sa réponse, elle fit pivoter son fusil, sa lunette artisanale lui offrant une visibilité parfaite malgré le chaos. Le pilote de l'hélicoptère, s'attendant probablement à ce qu'il se fige tout panique, avait commis une erreur critique. Il avait piqué trop près, se faisant une cible viable. À travers sa lunette, Elara voyait clairement le cockpit, la tête casquée du pilote visible derrière la vitre. Elle chargea une autre munition spéciale de son grand-père, modifiée pour une autre proie. Le temps ralentit à nouveau tandis qu'elle expirait, le réticule se posant non pas sur le pilote, mais sur la conduite de carburant exposée de l'hélicoptère, à l'endroit où elle se connectait au carter moteur. Une autre petite vulnérabilité que la plupart ne remarqueraient pas, mais fatale en cas de choc. Le fusil s'est cogné contre son épaule alors qu'elle tirait, la balle parcourant la distance la plus courte en moins d'une seconde. L'effet fut immédiat et catastrophique. L'obus spécialisé perfora la conduite de carburant et s'enflamma à l'impact, projetant un torrent de feu dans le compartiment moteur. Des alarmes retentirent dans le cockpit tandis que le pilote se retrouvait soudain aux prises avec un appareil en panne. L'hélicoptère bascula sur le côté, une fumée noire s'échappant de son fuselage, entamant une descente incontrôlée. Il n'explosa pas en une boule de feu digne d'Hollywood, les vrais avions le faisaient rarement, mais il fut neutralisé, contraint de s'écraser dans la vallée en contrebas. Elara n'attendit pas de confirmer la mort. Elle attacha son fusil et se précipita vers le bord de la falaise, où Chen avait déjà entamé sa descente périlleuse. Les deux chars restants en contrebas avaient ouvert le feu, leurs canons principaux ne parvenant pas à atteindre directement la paroi de la falaise, mais envoyant des obus dans la crête au-dessus d'eux. Chaque impact projetait des cascades de roches, transformant leur voie de fuite en un véritable engrenage de débris et de prises instables. « Continuez à avancer », lança Elara à Chen, qui s'accrochait à la paroi rocheuse 6 mètres plus bas. Le visage empreint de détermination malgré la terreur qui se lisait dans sa poigne. La descente n'avait rien à voir avec la montée calculée, c'était une question de survie, chaque mouvement effectué avec une hâte désespérée, tandis que les explosions continuaient de secouer la montagne autour d'eux. Un obus s'écrasa sur la paroi rocheuse, à 50 mètres à leur droite, la force de choc manquant d'arracher Elara de ses prises. La poussière de roche emplit ses poumons, tandis qu'elle se pressait contre la pierre, attendant que les réverbérations s'atténuent. À travers les débris qui se déposaient, elle aperçut du mouvement sur une corniche en contrebas. À gauche, l'infanterie ennemie avait atteint le pied de la falaise et préparait ses positions de tir. Ils avaient peut-être 2 minutes avant que des tirs de précision ne rendent leur position intenable. « Chen !» cria-t-elle. « Traversez à gauche, il y a une cheminée dans la paroi rocheuse !» Il hocha la tête, comprenant immédiatement, et commença à se déplacer latéralement sur la falaise, cherchant l'étroite crevasse verticale qui pourrait offrir une protection contre les tirs ennemis. La première balle de sniper frappa la tête d'Elara, tandis qu'elle suivait Chen, le bruit arrivant une fraction de seconde après la balle elle-même. Ils avaient été repérés. Une autre balle heurta une pierre à quelques centimètres de sa main, projetant des fragments douloureux dans son avant-bras. Le sang rendait sa prise traîtresse, tandis qu'elle poursuivait son mouvement horizontal désespéré, les yeux rivés sur la crevasse sombre qui lui promettait un abri temporaire. Chen l'atteignit la première,
disparaissant dans l'étroite fissure de la montagne. Elara était à 10 mètres lorsqu'une balle atteignit sa cible, lui transperçant la cuisse gauche. La douleur fulgurante la fit presque lâcher prise, mais l'entraînement prit le dessus, compartimenté, contrôlé, continué. Elle se traîna sur la distance restante, chaque mouvement envoyant de nouvelles vagues de douleur dans sa jambe. Lorsqu'elle se glissa dans la cheminée à côté de Chen, son pantalon était trempé de sang, et le monde avait pris ce côté légèrement irréel qui accompagnait les premiers signes de choc. « Tu es touché !» déclara Chen d'un ton neutre, tendant déjà la main vers la trousse de premiers soins attachée à sa ceinture. L'étroite cheminée offrait une protection contre les tirs directs, mais ne les dissimulerait pas longtemps. Les troupes ennemies convergeraient vers leur position, progressant d'en bas, tandis que d'autres poursuivaient leurs tirs de suppression depuis l'autre côté de la vallée. Elara serra les dents, tandis que Chen découpait le tissu autour de sa blessure, révélant une plaie nette de part en part qui avait miraculeusement évité l'artère fémorale. « Heureusement », murmura-t-il en appliquant un bandage compressif avec des gestes expérimentés. Elara parvint à esquisser un sourire sombre, malgré la douleur. « Si j'avais de la chance, je serais de retour à la base à me faire moquer pour mon projet d'artisanat. » Alors que Chen finissait de fixer le bandage, un nouveau son les atteignit. Le bruit sourd et rythmé des rotors d'hélicoptères qui approchaient. Non pas ennemis cette fois, mais le rythme caractéristique de leur propre équipe d'extraction, arrivait bien plus tôt que prévu. À travers l'étroite ouverture de la cheminée, Elara aperçut 2 hélicoptères d'attaque surmontant la crête, leurs armes engageant déjà les positions ennemies en contrebas. « On dirait que le quartier général a décidé que tu valais la peine d'être sauvé finalement, » dit Chen en activant sa radio pour signaler leur position. La réponse arriva immédiatement, non pas de l'équipe d'extraction, mais du capitaine Drayson lui-même. Sa voix, dénuée de son habituelle dérision, était presque méconnaissable. « Novak, ce tir est déjà qualifié d'impossible par tous les experts en armement sur ce canal. L'équipe d'extraction sera sur ta position dans 3 minutes. Tiens bon. » Tandis que Chen transmettait leur situation et leurs coordonnées, Elara s'adossa contre la pierre froide, la douleur dans sa jambe battant au rythme de son cœur. À travers une ouverture dans la roche, elle pouvait apercevoir l'épave du char de tête qui brûlait encore dans la vallée en contrebas. Les 2 autres avaient en effet demi-tour, reculant devant les hélicoptères de combat qui mitraillaient maintenant leur position. La colonne de réfugiés serait en sécurité, du moins pour aujourd'hui. Alors que le bruit de l'équipe d'extraction se rapprochait, Elara ferma brièvement les yeux, la voix de son grand-père résonnant à nouveau dans sa mémoire. « Il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils ont tort, Elara. Il s'agit de te prouver que tu as raison. » Aujourd'hui, elle avait fait les 2. L'hélicoptère d'évacuation sanitaire fonçait à travers les cols de montagne, l'intérieur baigné par la lueur rouge des éclairages de secours. Elara était allongée sur un brancard, une perfusion lui perfusant du sang dans le bras, tandis qu'un médecin de combat s'efforçait de stabiliser sa blessure à la jambe. La douleur s'était atténuée grâce à la morphine, mais son esprit restait vif, repassant la scène image par image, les calculs, les ajustements, le moment idéal pour la libération. À côté d'elle, Chen était assis, le dos contre la cloison, les yeux clos mais visiblement éveillés, analysant les événements de la journée à sa manière. Par le hublot de l'hélicoptère, Elara pouvait voir l'un des hélicoptères de combat les escorter jusqu'à la base. Ces systèmes d'armes encore chauds après avoir affronté les forces ennemies qu'ils avaient laissées derrière eux. Les conversations radio filtrées par le casque du pilote relataient une escalade militaire rapide. Renforts inondant la zone, soutien aérien dominant, chars ennemis restants en pleine retraite. « Vos constantes vitales sont bonnes !» cria le médecin par-dessus le rugissement des moteurs, en appliquant un pansement frais sur sa jambe. « Plaie propre, lésion tissulaire minime. Vous serez de nouveau sur pied dans quelques semaines. » Elara hocha la tête distraitement, les pensées ailleurs. Son fusil reposait à côté de sa civière. La lunette personnalisée toujours montée malgré l'extraction chaotique. Elle avait refusé d'être évacuée sans elle. Ce à quoi l'équipe d'extraction s'était initialement opposée jusqu'à l'intervention de Chen. « Cette lunette vient de sauver 2000 civils, » leur avait-il dit. « Elle va où elle va. » À présent, alors qu'ils approchaient de la base opérationnelle avancée, Elara se demandait ce qui l'attendait. Une cour martiale pour désobéissance aux ordres directs semblait probable, malgré l'issue. L'appareil militaire accordait une importance primordiale à la chaîne de commandement
Et elle l'avait délibérément brisé. Pourtant, à côté de cette inquiétude se cachait une autre chose. La certitude absolue d'avoir fait exactement ce qu'elle était censée faire, quelles qu'en soient les conséquences. L'hélicoptère atterrit sur l'aire d'atterrissage de la base avec un léger choc, ses rotors balayant encore l'air du désert, tandis que le personnel médical s'élançait avec un brancard. La base était animée d'une activité inhabituelle. Véhicules en mouvement, troupes en train de se rassembler, une énergie qui annonçait des événements dramatiques. Tandis qu'Elara était transférée sur le brancard, elle aperçut le capitaine Drayson arpentant le tarmac, le visage figé dans ses traits sévères habituels. Elle se prépara à la réprimande qui allait suivre, mais lorsqu'il arriva à ses côtés, son expression prit une tournure inattendue. Un mélange complexe de frustration, de respect et de calcul. Soit c'était le tir le plus chanceux de l'histoire militaire, dit-il sans préambule, soit vous êtes le meilleur tireur que j'ai jamais rencontré. Dans tous les cas, vous avez désobéi aux ordres directs. Derrière lui, le sergent Reeves s'approcha, le visage soigneusement neutre, mais le regard exprimant un soutien silencieux. « Oui, monsieur », répondit Elara d'une voix ferme, malgré les drogues qui lui parcouraient l'organisme. « J'accepte les conséquences de cette décision. » Ce qui se passa ensuite serait raconté d'innombrables fois dans la caserne au cours des mois suivants. Le capitaine Drayson, connu pour son adhésion stricte au protocole et son scepticisme envers les femmes spécialistes du combat, se pencha vers le brancard d'Elara. « Le quartier général surveille la situation en temps réel, » dit-il d'une voix aiguë, destinée à ses seules oreilles. « Ce tir que vous avez effectué, à cette distance, contre cette cible, a été jugé techniquement impossible par 3 équipes d'analyse d'armes distinctes. Ils le disent à une chance sur 1 million. » Il se redressa, une sorte d'admiration réticente se lisant sur son visage. La colonne de réfugiés a été redirigée vers un lieu sûr. Les premières estimations suggèrent que vous avez sauvé entre 1500 et 2000 civils. Il marqua une pause, un conflit intérieur visible dans la crispation de sa mâchoire. Je n'approuve toujours pas vos méthodes, Novak, mais je ne peux pas contester vos résultats. La cour martiale a été reportée dans l'attente d'un nouvel examen. Alors que l'équipe médicale commençait à la transporter vers l'hôpital de campagne, Drayson ajouta, presque après coup, « Et je veux une description technique complète de cet appareil sur mon bureau, dès que vous serez autorisé à prendre vos fonctions. » L'hôpital de campagne bourdonnait d'efficacité tandis que les médecins examinaient la blessure d'Elara, confirmant le diagnostic initial du médecin. « Vous avez de la chance, » lui dit le chirurgien en terminant les derniers points de suture. « Encore 1 centimètre à gauche et nous aurions une toute autre conversation. » Elara ne répondit pas. La chance n'y était pour rien. Le tireur d'élite ennemi qu'il avait abattu avait été compétent, mais s'était précipité, oubliant la subtile variation de vent qui avait déplacé la balle juste assez pour épargner son artère fémorale. Alors que l'équipe chirurgicale terminait son travail et s'occupait d'autres patients, le sergent Reeves se glissa derrière le rideau, portant son fusil avec un soin respectueux. « J'ai pensé que vous voudriez le voir bien en vue, » dit-il en le posant sur la chaise près de son lit. Ses doigts s'attardèrent sur la lunette personnalisée, l'admiration se lisant dans son expression. « On entend parler de ce que vous avez fait, pas seulement du tir, même s'il devient de plus en plus impressionnant à chaque récit, mais aussi de votre prise de position en faveur de ces civils, alors que tout le monde était prêt à les considérer comme des victimes de guerre. » La nuit était tombée sur la base lorsqu'Elara fut laissée seule, les analgésiques lui alourdissant les paupières sans pour autant l'endormir. Par sa fenêtre, elle pouvait voir des patrouilles renforcées, des postes de garde supplémentaires en cours d'installation, préparatifs en vue d'éventuelles représailles. L'ennemi ne prendrait pas la défaite d'aujourd'hui à la légère. Ses pensées dérivèrent vers l'atelier de son grand-père, à des milliers de kilomètres et une éternité de distance, où elle avait appris pour la première fois que voir plus loin que les autres était à la fois une compétence et une responsabilité. Un léger coup à la porte interrompit sa rêverie lorsque le lieutenant Harker, celui-là même qui avait qualifié son projet de « artisanat » par moquerie, entra avec hésitation dans sa chambre. Un instant, il resta planté là, comme s'il cherchait ses mots. Finalement, il déposa quelque chose sur sa table de chevet, un papier plié contenant les spécifications d'optique militaire, des informations confidentielles auxquelles peu de gens avaient accès.
J'ai pensé que ça pourrait t'aider pour ton prochain projet, dit-il doucement, sans vraiment la regarder dans les yeux. Ce que tu as fait aujourd'hui, je me suis trompé à ton sujet, Novak. Nous tous. Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, laissant derrière lui non seulement les spécifications, mais aussi la reconnaissance tacite qui lui avait été refusée depuis son arrivée. Le respect. 3 jours après ce qu'on appelait désormais le tir miracle, Elara était assise, calée dans son lit d'hôpital, entourée de schémas et de dessins techniques. Sa blessure guérissait bien, mais les médecins insistèrent pour la garder en observation pendant 48 heures supplémentaires. Protocole standard pour les blessures de combat, même si elle soupçonnait le capitaine Drayson d'être impliqué dans ce séjour prolongé. Cela la maintenait sous contrôle, tandis que le quartier général décidait précisément de la gestion de son cas. Elle avait violé les ordres directs, mais était aussi devenue, du jour au lendemain, une sorte de légende dans les rangs. L'histoire s'était répandue dans la base avec la rapidité et l'enjolivure créative que seules les rumeurs militaires pouvaient produire. Selon certaines versions, elle avait détruit les 3 chars. Selon d'autres, elle avait participé à un duel de tireurs d'élite avec un tireur d'élite ennemi avant de réussir ce tir impossible. La vérité, comme toujours, était à la fois plus banale et plus extraordinaire que ne le laissaient entendre les rumeurs. « Vous avez de la visite », annonça l'infirmière en tirant le rideau pour révéler Chen et Miller, debout, maladroitement dans l'embrasure de la porte. Ils entrèrent prudemment, comme s'ils s'approchaient de quelque chose de dangereux plutôt que d'un camarade blessé. Miller prit la parole le premier, son air bourru habituel, adouci par ce qui pouvait être de la gêne. « Le commandement a terminé notre débriefing hier. Ils nous ont fait tout recommencer étape par étape, une 50aine de fois. » Il jeta un coup d'œil au fusil posé près de son lit, la lunette personnalisée toujours fixée, malgré les nombreuses demandes des spécialistes de la base pour l'examiner séparément. Ils disent là que c'est la plus longue destruction anti-blindée confirmée par une arme non spécialisée de l'histoire militaire. Chen hocha la tête, ajoutant « Ces têtes brûlées perdent la tête à essayer de comprendre comment vous avez fait. Ils n'arrêtent pas de dire que le calcul est faux, que ça n'aurait pas dû être possible avec un équipement standard. » Son regard se porta d'un air entendu sur sa lunette. « Bien sûr, ce que vous avez utilisé n'était pas exactement standard. » Elara s'autorisa un léger sourire. « Mon grand-père disait toujours que la sagesse populaire n'était qu'une autre façon de dire « imagination limitée ». Elle remua légèrement, grimaçant tandis que le mouvement tirait sur ses points de suture. « Où en est l'évacuation ?» L'expression de Chen devint sérieuse. « La colonne de réfugiés a atteint la zone sécurisée ce matin. Ils étaient 2037. Le nombre flottait entre 2037 vies qui auraient pris fin si elle avait suivi les ordres. Le commandement a interrogé certains d'entre eux. Il y avait 342 enfants de moins de 10 ans dans cette colonne. » Miller s'éclaircit la gorge, l'inconfort visible dans sa posture rigide. C'était un soldat de carrière, dévoué à la chaîne de commandement et aux procédures appropriées. Ce qu'Elara avait fait remettait en question ses convictions fondamentales sur la discipline militaire, mais il ne pouvait pas contester le résultat. Finalement, il dit simplement « Tu as bien fait, Novak. Quoi qu'il arrive, souviens-toi de ça. » La suite arriva cet après-midi-là sous la forme du colonel Barrett, commandant des opérations du théâtre d'opération, venu spécialement pour gérer la situation. C'était un homme grand et mince, avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui avait passé des décennies à prendre des décisions de vie ou de mort. Lorsqu'il entra dans la chambre d'Elara, le personnel médical se dispersa, les laissant seuls avec les 2 policiers militaires qui l'accompagnaient. « Soldat Novak » commença-t-il, restant debout malgré la chaise disponible. « Vous avez créé une situation difficile à démêler pour le commandement. » Sa voix était neutre, ne trahissant rien de ses intentions. « D'un côté, vous avez désobéi aux ordres directs et mené une action non autorisée qui aurait pu compromettre la sécurité opérationnelle. De l'autre, vos actions ont sauvé des milliers de civils et neutralisé un important atout ennemi. » Il se dirigea lentement vers la fenêtre, observant la base. « Votre capitaine veut vous traduire en cour martiale. L'équipe de coordination des réfugiés veut vous décerner une médaille. Le quartier général hésite entre vous promouvoir ou vous emprisonner. » Elara soutint son regard avec insistance. « Que voulez-vous, monsieur ?» La question sembla le surprendre. Une fissure momentanée dans sa façade professionnelle, révélant une sorte d'appréciation pour sa franchise. « Ce que je veux, soldat,
c'est comprendre comment vous avez tiré. Il désigna son fusil. Nos meilleurs analystes disent que cela aurait dû être impossible. La distance, la cible mouvante, la précision requise pour atteindre cette vulnérabilité spécifique, cela dépasse les capacités de notre équipement standard et défie les limites de l'habileté humaine. Ses yeux se plissèrent légèrement. Et pourtant, vous l'avez fait avec ce qui semble être des modifications artisanales et des munitions non réglementaires. L'accusation était claire, bien que tacite. Elle avait enfreint plusieurs protocoles concernant les équipements approuvés et les munitions autorisées. Je dois donc déterminer si vous représentez un risque pour la sécurité, ayant introduit une technologie non autorisée dans une zone de combat, ou si vous êtes un atout que nous sous-exploitons. Mon grand-père m'a tout appris en balistique et en optique, expliqua Elara en tendant son carnet au colonel. Ce sont ces plans, modifiés par mes propres observations. Rien de classifié, rien de clandestin, juste de la physique appliquée et 3 générations de savoir-faire en armurerie. Barrett prit le carnet et feuilleta des pages de calculs méticuleux et de dessins techniques. Son expression demeurait soigneusement neutre, mais son regard trahissait un intérêt croissant tandis qu'il s'imprégnait de la sophistication du travail. « Et les munitions ?» demanda-t-il en levant les yeux du carnet. Elara hésita. Les munitions spécialisées étaient techniquement une zone grise, issue des travaux gouvernementaux de son grand-père, mais modifiées par leur famille au fil des ans. Rechargées à la main d'après un modèle expérimental des années 1980, finit-elle par admettre. Le projet s'appelait Chimera. Mon grand-père était l'un des premiers ingénieurs. Une lueur de reconnaissance traversa les yeux de Barrett. Chimera a été démantelé en 1987. Toutes les spécifications étaient censées être remises. Sa voix ne trahissait plus aucune accusation, seulement une curiosité professionnelle. « Elles l'ont été », confirma Elara. « Mais mon grand-père n'a jamais oublié ce qu'il avait conçu. Après sa retraite, il a peaufiné le concept pour son usage personnel. Il m'a appris à les fabriquer à 16 ans. » Barrett referma le carnet, sa décision apparemment prise. « Soldat Novak, je vous place en service restreint avec effet immédiat. Vous vous présenterez à la division technique spéciale dès que l'autorisation médicale vous sera donnée. » Il remit le carnet à son chevet. « Vos modèles de lunettes et de munitions sont désormais classés secret militaire. Vous collaborerez avec notre équipe de R&D pour documenter et développer pleinement ces technologies. » Il se dirigea vers la porte, marquant une pause avant de sortir. Quant à l'autre affaire, l'audience disciplinaire a été reportée sine die. Parfois, soldats, les résultats l'emportent sur les procédures. N'attendez pas cette courtoisie 2 fois. Après le départ de Barrett, Elara resta assise, stupéfaite, dans un silence, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Au lieu d'une cour martiale, elle avait été affectée à un poste de recherche spécialisé. Sa punition pour insubordination consistait à lui demander de partager les connaissances jalousement gardées de sa famille. L'ironie ne lui échappait pas. Pendant des mois, elle avait été renvoyée et moquée pour son projet d'artisanat, pour finalement le voir soudainement déclaré « technologie classifiée, digne d'un développement militaire ». Alors que le soir tombait et que le silence régnait à l'hôpital, le sergent Reeves apparut sur le seuil, portant un petit paquet enveloppé dans du tissu. « J'ai pensé que vous pourriez en avoir besoin », dit-il en déballant le paquet pour révéler des outils de précision, les mêmes qu'il lui avait fait passer en douce pour travailler sur son télescope. « J'ai entendu parler de votre nouvelle mission. On dirait qu'ils ont enfin compris ce que je savais depuis le début. » Elara haussa un sourcil interrogateur. Reeves sourit, son visage buriné se transformant. « Parfois, les personnes qui ne s'intègrent pas dans le système sont précisément celles dont nous avons besoin pour le faire avancer. » 2 semaines après le coup de feu, comme on l'appelait désormais universellement dans toute la base, Elara entra en boitant dans le nouvel atelier de la division technique spéciale. Le bâtiment d'approvisionnement reconverti se trouvait à l'extrémité du complexe, délibérément isolé des opérations régulières. Sa jambe guérissait bien, même si les médecins l'avaient prévenu qu'elle boiterait légèrement pendant au moins 1 mois encore. Le capitaine Drayson avait brillé par son absence pendant sa convalescence, ses documents et rapports obligatoires étant remis par des intermédiaires plutôt qu'en personne. S'agissait-il d'une désapprobation persistante ou d'un respect réticent? Ce qui était certain, en revanche,
c'est que son statut avait fondamentalement changé. La simple soldate, autrefois reléguée aux marges, était désormais au cœur d'un projet classifié, sous la supervision directe du commandement du théâtre. La porte de l'atelier nécessitait un accès par carte magnétique et biométrique, une technologie rarement vue sur les bases opérationnelles avancées. À l'intérieur, Elara découvrit un espace transformé, autrefois simple espace de stockage, en une installation technique de pointe. 3 établis équipés d'outils de précision bordaient un mur. Des postes informatiques équipés de logiciels de modélisation balistique occupaient un autre. Au centre se trouvait une plateforme d'essai renforcée avec de multiples angles de prise de vue et des appareils de mesure. Au fond, à un bureau, était assis un homme qu'elle ne reconnaissait pas. Vêtements civils, coupe militaire, l'allure caractéristique des opérations spéciales. Il se leva lorsqu'elle entra et lui tendit la main. Dr Marcus Reiner, projet de recherche avancé pour la défense. J'attendais de vous rencontrer, soldat Novak. Sa poigne était ferme mais sans défi, son regard intelligent et perspicace. Le colonel Barrett m'a envoyé vos plans préliminaires, un travail impressionnant, surtout compte tenu des contraintes auxquelles vous étiez soumis. Merci, monsieur, répondit Elara, se réfugiant instinctivement dans la courtoisie militaire, malgré le statut civil de Rainer. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'adaptations des plans de mon grand-père, et non d'œuvres originales. Rainer hocha la tête, lui faisant signe de le suivre jusqu'à l'établi central, où son fusil était démonté, sa lunette montée sur un banc, d'essai séparé. Edmund Novak, c'est bien ça? J'ai examiné son dossier avant de venir ici. Son travail sur le projet Chimera était révolutionnaire, mais bien en avance sur les capacités de fabrication de l'époque. Il prit un composant de sa lunette et l'examina avec une appréciation experte. Vous avez réussi à mettre en œuvre des concepts qui étaient purement théoriques pendant son mandat. L'alignement multi-éléments, le système de compensation thermique, tout cela résout des problèmes auxquels des divisions de recherche entières se sont heurtées pendant des décennies. Il reposa soigneusement l'objet. Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est comment vous avez fait cela avec des pièces de récupération et des outils rudimentaires, alors que nos laboratoires, dotés de budgets de plusieurs millions de dollars, n'en étaient pas capables. La question n'était pas accusatrice, mais sincèrement curieuse. Et Lara réfléchit attentivement à sa réponse, consciente que sa réponse donnerait le ton de cette nouvelle mission. Mon grand-père disait toujours que la différence entre une bonne ingénierie et une ingénierie de pointe ne réside pas dans de meilleurs outils ou davantage de ressources, mais dans la compréhension fondamentale du problème. Elle se dirigea vers l'établi, les doigts planant sur les composants démontés de la lunette. La plupart des optiques militaires sont conçues pour être fabriquées à grande échelle, fiables, cohérentes, suffisamment performantes pour des opérations standards. Mais ce suffisant crée des limites qui finissent par être acceptées comme des faits immuables. Nous n'avons jamais accepté ces limites. Rainer hocha lentement la tête, une lueur de respect dans le regard. D'où le tir impossible. Vous ne respectiez pas les mêmes règles. Il désigna l'atelier autour d'eux. Maintenant, vous avez les ressources nécessaires. La question est, que pouvez-vous accomplir une fois ces limites levées? Les jours suivants marquèrent un nouveau rythme dans la vie d'Elara. Chaque matinée commençait par une séance de kinésithérapie pour sa jambe en convalescence, suivie de 8 heures d'atelier avec Rainer. Ils travaillèrent méthodiquement sur ces conceptions, documentant chaque composant et innovation, testant les modifications par rapport à des critères établis. Alors qu'Elara s'attendait à un simple débriefing avant de reprendre son service, il devint évident que le colonel Barrett avait d'autres projets. Il ne s'agissait pas d'une mission temporaire, mais du début de quelque chose de plus important. Rainer l'expliqua lors de leur 3e jour ensemble, alors qu'ils étalonnaient un prototype à partir de sa lunette d'origine. « Il y a une nouvelle directive du commandement central », dit-il en ajustant minutieusement la tourelle d'élévation. Après ce qui s'est passé avec la colonne de réfugiés, il réévalue sur nos capacités d'engagement de précision au-delà des portées conventionnelles. Votre tir a mis en évidence une lacune dans notre approche technique qu'il faut combler. Vous voulez dire qu'ils veulent des armes capables d'éliminer des blindés à plus grande distance, traduisit Elara, coupant court au langage bureaucratique. Rainer esquissa un léger sourire. En substance, oui, mais c'est plus nuancé.
Ce que vous avez accompli représente un changement de paradigme dans notre façon de concevoir l'engagement de précision. Il ne s'agit pas seulement d'étendre la portée, mais de reconsidérer ce qui est possible avec la bonne combinaison de technologie et de compétences humaines. Il se redressa, la regardant avec une intensité inattendue. Votre grand-père l'avait compris il y a des décennies. C'est pourquoi ces travaux ont été classifiés et finalement abandonnés. Il remettait en cause trop de doctrines établies. Il hésita avant d'ajouter « Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur les travaux d'Edmund Novak. Les archives officielles indiquent que Chimera a été abandonné en raison de contraintes budgétaires et de limitations techniques. La réalité est plus complexe. Ces conceptions ont trop bien fonctionné. Elles ont démocratisé des capacités que certains planificateurs militaires estimaient devoir rester réservées aux unités spécialisées. L'implication flottait entre eux. Les innovations de son grand-père avaient été étouffées, non pas à cause de leur échec, mais parce qu'elles avaient réussi de manière trop démocratique, confiant des capacités exceptionnelles aux soldats réguliers plutôt qu'aux unités d'élite. Elara assimila cette révélation, la reliant à sa propre expérience. La résistance à laquelle elle avait été confrontée ne tenait pas seulement à son sexe ou à son grade, mais à la menace que représentait sa lunette artisanale pour les hiérarchies établies des capacités militaires. « Est-ce bien ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle sans détour. « Suis-je contenu plutôt que soutenu ?» L'expression de Rainer resta indéchiffrable un long moment avant qu'il ne secoue la tête. « Pas cette fois. L'impact humanitaire de votre tir a changé la donne. 2000 civils sont en vie parce que les limites conventionnelles ont été surmontées. C'est plus difficile à écarter que les inquiétudes théoriques concernant la technologie démocratisée. » Il désigna le prototype qu'il construisait. « Cette fois, nous allons achever ce que votre grand-père a commencé. » À mesure que la nouvelle du projet spécial se répandait, Elara remarqua un changement dans la façon dont les autres, à la base, interagissaient avec elle. La moquerie avait complètement disparu, remplacée par quelque chose de plus complexe, un mélange de respect, de curiosité et de distance prudente. Elle n'était plus un simple soldat, mais quelqu'un d'autre, indéfini. Même le capitaine Drayson, lorsqu'il se présenta enfin pour une évaluation officielle du projet, la traita avec un professionnalisme rigoureux, reconnaissant son nouveau statut sans pour autant s'écarter de son jugement antérieur. « Le commandement central s'intéresse de près à votre travail, soldat », nota-t-il après avoir examiné leur avancement. Ils ont autorisé des protocoles de test accélérés et une fabrication prioritaire pour les composants prototypes. Son ton resta neutre, mais un muscle de sa mâchoire se contracta, seul signe de son conflit intérieur. « On m'a dit que le colonel Barrett envisageait votre transfert dans une unité de recherche spécialisée après ce déploiement. » Ce qui restait non dit était clair. Ses jours de tireur d'élite d'infanterie étaient probablement terminés, qu'elle le veuille ou non. 1 mois après le coup, Elara se tenait au bord du champ de tir, son poids équilibré malgré les tiraillements occasionnels causés par sa jambe en convalescence. L'air matinal était lourd d'impatience, tandis que les derniers préparatifs étaient en cours pour le premier essai officiel sur le terrain de ce que les documents du projet appellent désormais le système optique Novak Chimera. Derrière elle, une petite délégation d'officiers et de spécialistes techniques attendait sous un auvent de camouflage, presse-papier et tablettes numériques, prêts à enregistrer chaque étape du test. Le docteur Rainer se déplaçait entre les différents postes d'observation, s'assurant que tous les équipements de mesure étaient correctement calibrés. Sur la ligne de tir, 3 fusils étaient montés sur des supports de précision. L'un équipé d'optiques militaires de standard, l'autre de la meilleure lunette de sniper disponible sur le marché, et le troisième du prototype perfectionné d'Elara. Les cibles se trouvaient à différentes distances, 750, 900 et un ambitieux 1400 mètres. « Nous sommes prêts à commencer, soldats », annonça le colonel Barrett, venu spécialement pour cette démonstration. Sa présence soulignait l'importance que le commandement accordait au projet. Protocole standard. 3 tirs avec chaque système à chaque distance. Nous évaluerons la précision, la cohérence et l'adaptation à l'environnement. Elara hocha la tête et se plaça en première position. La lunette militaire standard semblait presque primitive après des semaines de travail sur ses conceptions perfectionnées. À travers son objectif,
La cible de 750 mètres paraissait petite et légèrement déformée par les vagues de chaleur s'élevant du désert. Néanmoins, elle exécuta la séquence de tir à la perfection, plaçant les 3 balles dans le cercle central. Les observateurs rassemblés notèrent les résultats sans commentaire. C'était la base attendue, rien de remarquable chez un tireur expérimenté, atteignant des cibles à des distances d'engagement standard. La lunette commerciale offrait des améliorations notables. Meilleure captation de la lumière, optique plus claire, réglage plus précis. Une fois de plus, Elara effectua la séquence avec un détachement professionnel, ses tirs groupant étroitement aux 3 distances, même si la cible de 1500 yards présentait des difficultés importantes, même avec l'équipement amélioré. Plusieurs officiers acquiescèrent, mais le docteur Reiner resta neutre. Ils savaient tous deux que le véritable test était encore à venir. Alors qu'Elara se dirigeait vers le 3e fusil, équipé de sa lunette prototype, une tension subtile parcourut la zone d'observation. C'était l'heure de vérité. Soit ces innovations démontreraient une supériorité mesurable, soit le tir serait relégué au rang d'heureux hasard, plutôt qu'à celui de science reproductible. Elle prit position, s'installant derrière le fusil avec l'aisance acquise de quelqu'un qui renoue avec un vieil ami. Grâce à la lunette prototype, le monde se transforma. Les cibles, à toutes les distances, bondissaient vers l'avant avec une clarté saisissante. La distorsion thermique étant minimisée par les revêtements spéciaux et la conception multi-éléments. Des détails invisibles à travers des optiques conventionnelles apparaissaient avec une précision extrême, le veinage des supports de cibles en bois, la texture des cibles peintes, et même les insectes se posant momentanément sur les cadres éloignés. Elara commença par la cible de 800 yards, plaçant 3 projectiles en un groupe si serré que les trous se chevauchaient pour former une seule ouverture irrégulière. Sans s'arrêter, elle passa à 1000 yards, répétant l'exercice avec un léger élargissement du groupe. Lorsqu'elle atteignit la cible de 1500 yards, soit 300 yards au-delà de son célèbre tir, les observateurs se penchèrent en avant collectivement. Scepticisme et espoir à parts égales. La première balle atteignit le centre. La seconde, ajustée pour une légère variation de vent qu'elle seule pouvait détecter grâce à sa lunette, atterrit à moins d'1 centimètre de la première. Le troisième a complété le triangle serré au centre de la cible, un groupement qui aurait été impressionnant à mi-distance. « Mon Dieu !» murmura quelqu'un depuis la zone d'observation, rompant le silence professionnel. Le colonel Barrett s'avança, jumelle levée, pour confirmer ce que les lunettes d'observation indiquaient déjà. Une telle constance à 1500 mètres, c'est... Sa voix s'éteignit, cherchant le terme approprié. Inédit, lança le docteur Reiner, incapable de dissimuler complètement sa satisfaction. Et ce n'est que le prototype de première génération. Avec une fabrication et des matériaux appropriés, nous pouvons améliorer les performances de 30% supplémentaires. Barrett baissa ses jumelles, l'air pensif se tournant vers Elara. « Soldat Novak, j'aimerais que vous tentiez une dernière démonstration. » Il désigna une crête bien au-delà des cibles établies où une petite silhouette métallique avait été placée. 2000 mètres. Vent non mesuré. Angle d'élévation extrême. Un seul tir. Le défi était clair, prouver que le tir n'était pas un hasard en tentant quelque chose d'encore plus difficile dans des conditions contrôlées. Un silence s'abattit sur le champ de tir tandis qu'Elara examinait la cible. 2000 mètres, soit plus d'1 kilomètre. Au-delà de la portée effective de la plupart des systèmes de sniper dédiés, sans parler des fusils d'infanterie modifiés. À travers sa lunette, elle distinguait clairement la cible. Une silhouette en forme de char d'assaut, pas plus grande que l'ongle du pouce à cette distance. Le tir nécessiterait de prendre en compte une chute de balle importante, les multiples vecteurs de vent sur le terrain, les variations de densité de l'air et l'effet Coriolis. Elle effectua les calculs méthodiquement, ajustant sa lunette avec une précision micrométrique. Derrière elle, elle entendit le grattement des crayons sur les presse-papiers, les faibles bips des appareils de mesure électronique en cours de recalibrage pour la distance extrême. Le docteur Reiner s'approcha d'elle, sa voix s'adressant à elle seule. « Vous n'êtes pas obligé de tirer. Nous avons déjà prouvé la supériorité du système. » Les mains d'Elara continuèrent leurs ajustements. La voix d'Elara tout aussi calme. « Il ne s'agit pas de prouver le système.
Il s'agit d'honorer le savoir qui nous a menés jusqu'ici. Le coup de fusil résonna à travers le champ de tir tel un coup de tonnerre, la munition spécialisée entamant son long voyage vers la cible lointaine. Pendant près de 3 secondes, une éternité en termes balistiques, rien ne se passa. Puis à travers sa lunette, Elara vit l'impact, en plein centre de la silhouette du char. La cible métallique bascula en arrière, puis se remit sur son support. Pendant un instant, personne au poste d'observation ne réagit, comme incapable de comprendre ce qu'il venait d'observer. Puis le colonel Barrett baissa ses jumelles, son sang-froid professionnel momentanément abandonné. « C'est réglé », dit-il en se tournant vers son aide de camp. « Préparez les papiers pour l'activation complète du projet Chimère, autorisation prioritaire, financement de développement sans restriction. » Il se tourna vers Elara, qui s'était levée de sa position de tir et se tenait maintenant au garde-à-vous malgré son superviseur civil. « Et traitez les ordres de promotion et de mutation du soldat Novak, avec effet immédiat. » Plus tard dans la soirée, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Elara était assise seule sur un banc à l'extérieur de la caserne, digérant encore les événements de la journée. Sa promotion au grade de spécialiste avait été inattendue, mais moins surprenante que les ordres de mutation à la division de recherche sur les armes avancées, un poste habituellement réservé aux officiers de carrière titulaires d'un diplôme d'ingénieur et d'une longue expérience spécialisée. Son fusil reposait sur ses genoux, la lunette prototype captant les derniers rayons dorés du soleil. Des pas s'approchèrent derrière elle, et elle se retourna pour apercevoir le capitaine Drayson, l'expression indéchiffrable dans la lumière déclinante. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis il s'installa sur le banc à côté d'elle, gardant une distance formelle. « J'ai examiné votre dossier », commença-t-il d'un ton soigneusement neutre. « Il y a une note de votre officier de formation initiale que j'ai oubliée. Il a écrit que vous aviez une conscience situationnelle et des aptitudes techniques exceptionnelles qui dépassaient les limites de l'instruction. » Il marqua une pause, semblant choisir ses mots avec un soin inhabituel. « J'ai ignoré cette évaluation, me basant sur mes propres a priori. » L'aveu flottait entre eux. Pas vraiment une excuse, mais peut-être la plus proche approximation qu'un officier de carrière comme Drayson puisse formuler. Elara hocha la tête, reconnaissant ce qui restait non dit. « Nous avons tous des angles morts, monsieur. » Elle caressa du doigt les contours lisses de sa lunette, fruit de 3 générations de savoir et d'un mois de perfectionnement intensif. « Parfois, il faut un tir impossible pour nous les faire voir. » La bouche de Drayson esquissa ce qui aurait pu être l'ombre d'un sourire. « Vos ordres de transfert sont arrivés cet après-midi. Vous serez embarqué vendredi. » Il se leva, ajustant son uniforme d'un geste habituel. « La division des armes avancées reçoit quelque chose de rare, spécialiste Novak. Ne les laissez pas l'oublier. » Alors qu'il s'éloignait, ces derniers mots résonnèrent dans la brise du soir. « Quoi que vous construisiez ensuite, faites en sorte que ça compte. » Elara le regarda disparaître dans l'obscurité grandissante, la voix de son grand-père résonnant dans sa mémoire. « Ce n'est pas l'outil qui change le monde, Elara. C'est la vision de la personne qui l'utilise. » 6 mois après le coup de feu, la spécialiste Elara Novak se tenait dans l'immense usine de la division de recherche sur les armes avancées, observant des bras robotisés assembler les premiers modèles de série du système optique Chimera N. L'environnement immaculé était on ne peut plus différent du hangar de maintenance poussiéreux où elle avait assemblé son prototype, et pourtant, elle ressentait plus fortement que jamais la présence de son grand-père. Ses conceptions, filtrées par ses innovations et perfectionnées par des techniques de fabrication avancées, avaient évolué pour devenir un outil révolutionnaire dans les capacités d'engagement à longue portée de l'armée. Les premières unités de terrain avaient été déployées 2 mois auparavant, et des rapports faisaient déjà état d'engagement réussi à des distances jusque-là considérées comme inaccessibles. Des vies ont été sauvées des 2 côtés, la précision ayant remplacé la saturation, l'exactitude, la force écrasante. Les derniers essais sur le terrain ont même dépassé nos prévisions les plus optimistes, commenta le docteur Rainer en s'approchant avec une tablette affichant les indicateurs de performance. L'unité des Marines du secteur 7 a signalé des groupes constants sous le MOA à 1800 mètres par vent variable. Il passa à un autre rapport. Et l'évaluation de l'impact humanitaire montre une réduction de 40% des dommages collatéraux lors d'opérations de précision. Elara hocha la tête,
étudiant les données avec une aisance éprouvée. Son rôle avait évolué au cours des derniers mois, passant de spécialiste technique à chef de projet, sa compréhension des applications pratiques sur le terrain apportant un équilibre crucial aux approches théoriques des scientifiques de carrière de la division. Ce qui avait commencé comme une solution improvisée, née de la nécessité, était devenu le fondement d'une remise en question systématique des technologies optiques dans l'ensemble de l'armée. Pourtant, malgré son succès, elle se sentait de plus en plus attirée par la réflexion sur le terrain, par la réalité de ce que ces systèmes signifiaient concrètement plutôt que théoriquement. Il y a autre chose, dit Rainer, son ton prenant une tournure plus personnelle. J'ai reçu un message du colonel Barrett ce matin. La zone d'évacuation des réfugiés que vous avez contribué à sécuriser est devenue une colonie permanente. 2037 personnes construisent une nouvelle vie au lieu de devenir des statistiques dans une nouvelle guerre. Il lui montra des images sur sa tablette, de simples bâtiments émergeant du désert, des enfants jouant dans des cours d'école récemment créés, des installations médicales en construction sous supervision internationale. Ils appellent ça la colonie Nova. Apparemment, l'un des responsables des réfugiés a appris ce qui s'était passé ce jour-là, le tir qui a stoppé les chars. Elara examina les images, une soudaine nouaison se formant dans sa gorge. Dans l'environnement stérile du centre de recherche, entouré de spécifications techniques et de mesures de performance, il était parfois facile d'oublier les réalités humaines derrière leur travail. Ces images le rappelaient avec une clarté saisissante, ce qui était en jeu ce jour-là sur la montagne. Ce soir-là, Elara était assise seule dans ses quartiers, entourée de manuels techniques et de spécifications de conception pour la prochaine génération du système Chimera. Sa promotion au rang de spécialiste technique lui avait valu un logement privé confortable, une augmentation de salaire substantielle et une influence inimaginable pour la soldate, autrefois moquée pour son projet d'artisanat. Sur son bureau se trouvait une lettre officielle reçue le matin même, une offre de contrat civil permanent au sein de la division de recherche, un poste qui lui ouvrirait une carrière loin de la poussière et des dangers d'un déploiement avancé. Les conditions étaient généreuses, le travail enrichissant, la reconnaissance de ses compétences incontestée. Pourtant, quelque chose la retenait de signer le formulaire d'acceptation. Elle prit plutôt un vieil étui en cuir sous son lit et en sortit un carnet usé, rempli de l'écriture de son grand-père. Table balistique, formules optiques et observations philosophiques sur la nature de la précision et de la finalité. La plus grande précision, avait-il écrit sur une page cornée, ne vient pas d'instruments parfaits, mais d'une compréhension parfaite des conditions imparfaites. Elara traça les mots effacés du bout du doigt, se souvenant des froides matinées du Montana, où il lui avait appris à lire le vent en observant l'herbe se courber dans les prairies de montagne. Ces leçons avaient sauvé 2000 vies, non pas parce qu'elle disposait d'un équipement parfait, mais parce qu'elle comprenait fondamentalement ce qu'elle cherchait à accomplir et pourquoi c'était important. Le centre de recherche fournissait des ressources inégalées pour le développement technologique, mais il restait éloigné des réalités de son application. Quelque chose d'essentiel se perdait dans cette distance, quelque chose qu'elle n'était pas prête à abandonner. Avec une soudaine lucidité, elle prit sa tablette et composa un message au colonel Barrett qui choquerait probablement la division de recherche. Une demande de réaffectation aux opérations de terrain, spécifiquement pour former les unités déployées à l'avant aux applications pratiques de la technologie qu'elle avait contribué à développer. 3 semaines plus tard, Elara se tenait devant une classe de 20 tireurs d'élite au centre d'entraînement au combat avancé, près de ce qui s'appelait alors Nova Settlement. Son uniforme portait l'insigne de son nouveau rôle, conseillère technique avec autorisation de déploiement sur le terrain, un poste créé spécialement à l'insistance du colonel Barrett. La lunette que vous allez recevoir est le système optique le plus avancé jamais déployé en opération de combat, commença-t-elle en désignant les étuis distribués à chaque élève. Mais ce n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est votre compréhension de ce que vous voyez à travers elle et l'importance de votre précision. Elle se dirigea vers le fusil de démonstration installé au premier rang. Je vais vous raconter l'histoire d'un tir impossible et comment parfois, ce qui semble impossible n'attend qu'une vision différente. Tandis que les élèves se penchaient en avant, leur visage affichant le même mélange de scepticisme et d'espoir qu'elle avait rencontré tout au long de sa carrière,
Et Lara sentit la boucle se boucler. Le savoir se transmettait, s'améliorait, puis se transmettait à nouveau. Plus tard dans la journée, à la fin de la séance d'entraînement, Elara marcha seule jusqu'à la lisière du village que son tir avait contribué à sauver. Des enfants jouaient au loin, leur rire porté par le vent du désert. De nouveaux bâtiments s'élevaient dans le paysage, chacun symbolisant la continuation de vie plutôt que leur fin. Un petit mémorial avait été érigé au centre communautaire, non pas pour célébrer la technologie, ni même le tir lui-même, mais pour commémorer le principe selon lequel la précision pouvait être un acte de préservation plutôt que de simple destruction. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le sol du désert, la main d'Elara se porta à la poche où elle portait encore le pied à coulisse en laiton usé de son grand-père. Le premier instrument de précision qu'il lui ait jamais offert. Voir clairement, viser juste, comprendre pourquoi, lui avait-il répété à maintes reprises durant ses années formatrices. À la croisée des chemins entre ce qu'elle avait accompli et ce qui restait à accomplir, Elara comprit enfin le sens de ses paroles. Ce n'était pas le tir lui-même qui comptait, aussi impossible qu'il puisse paraître. C'était la clarté de son objectif. Alors que l'obscurité tombait et que les étoiles apparaissaient au-dessus de sa tête, Elara retourna vers le centre d'entraînement, l'esprit déjà occupé à planifier les leçons du lendemain. Les rires des enfants la suivaient, rappelant ce que la précision pouvait préserver lorsqu'elle était guidée par une vision claire et une détermination sans faille. Dans ces quartiers, le dernier prototype du système Chimera nouvelle génération attendait son examen. Plus petit, plus léger, encore plus précis que le modèle actuel. Mais sa véritable valeur ne se mesurerait jamais en spécifications techniques ou en indicateurs de performance. Le véritable test surviendrait dans des moments à venir, lorsque les soldats seraient confrontés à des choix impossibles et auraient donc besoin de voir avec une clarté parfaite ce qui comptait vraiment. Dans ces moments-là, Elara le savait, la différence entre la tragédie et le salut pourrait une fois de plus se résumer à voir ce que les autres ne pouvaient ou ne voulaient voir. Et dans ce savoir, transmis de grand-père en petite-fille à une nouvelle génération d'observateurs sur des murs lointains, résidait un pouvoir plus grand que n'importe quelle arme, le pouvoir de protéger par la précision, de sauver par la vue, de changer le cours des vies d'un seul tir soigneusement placé,